Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. À suivre ce matin une audition qui s'est déroulée la semaine dernière dans le cadre des travaux de la commission d'enquête sur les autorités administratives indépendantes. Une commission d'enquête qui a été créée à l'initiative du groupe RDSE et qui a d'ailleurs pour rapporteur le président de ce même groupe, le sénateur Jacques Mézard. Place ce matin à l'audition de la Haute Autorité de Santé, une autorité qui a été créée en 2004 et qui a trois missions principales. D'abord, évaluer quels médicaments et quels actes doivent être remboursés par l'assurance maladie. Ensuite, certifier les établissements de santé en fonction de la qualité de leurs soins, de la qualité de leur prise en charge. Enfin, faire des recommandations en matière de santé publique. Cette autorité a donc essentiellement des missions de conseil pour les autorités sanitaires. Elle a relativement peu de marge de manœuvre et dernièrement, elle a eu des difficultés à faire entendre sa voix, notamment au printemps dernier lors de la polémique sur la politique vaccinale. Notez enfin que le président de cette autorité, le professeur Jean-Luc Arrousseau, auditionné la semaine dernière, a depuis démissionné officiellement pour des raisons personnelles. Tout de suite donc, retour à cette audition. La Haute Autorité de Santé, je rappelle, est une autorité publique, indépendante, à caractère scientifique, dotée de la personnalité morale et qui a été créée en 2004. Elle a pour mission d'assurer à tous les patients et usagers un accès pérenne et équitable à des soins aussi efficaces, sûrs et efficients que possible, grâce à l'évaluation des produits de santé, des pratiques professionnelles, de l'organisation des soins et de la santé publique. En fait, les trois missions principales de la Haute Autorité de la Santé sont l'évaluation médicale, économique et de santé publique, ensuite l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, et enfin l'information des publics. Alors, depuis 2005, les missions de la Haute Autorité de Santé n'ont cessé d'être élargies par plus de 10 modifications législatives. Des élargissements sont à nouveau prévus dans le projet de loi de santé en cours d'examen actuellement. Vous les évoquerez, j'imagine, dans votre propos liminaire. En tout cas, je veux rappeler que la Haute Autorité de Santé dispose de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par un collège sur proposition du directeur. En 2014, les dépenses s'élevaient à 50,7 millions d'euros contre 61,6 millions d'euros en 2010. Et l'origine des ressources a également été modifiée récemment. On y reviendra sûrement. Monsieur le Président, comme la loi le permet, votre audition fera l'objet d'un compte-rendu publié dans le compte-rendu détaillé des réunions des commissions, qui est diffusé en version papier sur le site internet du Sénat. Par ailleurs, votre audition est ouverte à la presse et au public et elle fait l'objet d'une captation vidéo. Avant de vous passer la parole, le formalisme des commissions d'enquête me conduit à vous demander de prêter serment. Je suis également tenu de vous indiquer que tout faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434-13 à 434-15 du Code pénal. Je crois que votre directeur général, M. Dominique Meigne, peut être appelé à parler. Donc, je vais vous demander aussi de prêter serment. Donc, en conséquence, je vous invite, avec M. Dominique Meigne, directeur général, à prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites l'un après l'autre, je le jure. Je le jure. Je le jure. Je vous en remercie. Selon l'usage habituel, je vous propose, Monsieur le Président, de nous faire part de vos observations durant une dizaine de minutes, et après quoi notre rapporteur Jacques Mézard et les membres de la commission qui le souhaitent vous poseront leurs questions. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Je crois que vous avez fort bien résumé les missions de la Haute Autorité de Santé et vous avez rappelé son statut juridique d'autorité publique indépendante, mais à caractère scientifique. Et donc je voudrais peut-être en introduction introduire sur les deux mots qui pour nous définissent de manière très claire ce qu'est la Haute Autorité de Santé. C'est donc une institution scientifique et c'est une institution indépendante. Alors ça entraîne pour nous deux exigences. La première, c'est celle de la rigueur scientifique qui nous amène à nous entourer d'une méthodologie extrêmement précise
et qui nous incite à faire appel à des experts qui nous permettent de définir l'état de l'art et, comme vous l'avez dit vous-même, d'aider le décideur concernant les produits de santé, aider les professionnels de santé concernant leurs pratiques et également informer les patients sur l'état de l'art. Le deuxième mot et le deuxième pilier de la constitution de la Haute Autorité de Santé, c'est l'indépendance. Nous devons d'être indépendants, alors bien sûr par rapport à l'industrie pharmaceutique et l'industrie des dispositifs médicaux, mais aussi par rapport à toutes les pressions éventuelles, qu'elles soient au-dessus de nous, les pressions des ministères de la Santé ou des ministères du Budget et des directions qui travaillent au sein de ces ministères, que ce soit les professionnels de santé, que ce soit les malades qui peuvent avoir intérêt à influer sur nos décisions. Alors, cette double nécessité, la rigueur scientifique et l'indépendance intellectuelle, pose pour nous un certain nombre de problèmes, notamment depuis la crise du Mediator, puisque déjà avant la crise du Mediator, la Haute Autorité de Santé, autorité indépendante, s'était entourée de toutes les précautions pour éviter les liens d'intérêt qui mettraient ces experts internes ou externes en situation de conflit, c'est-à-dire en situation de biais de l'analyse. Et depuis la loi de renforcement de la sécurité sanitaire, mais surtout depuis la crise elle-même qui a généré un certain nombre de suspicions, à la fois chez les décideurs, mais aussi dans les médias et dans le grand public, nous avons un fonctionnement qui devient plus difficile. Et nous sommes pris en permanence entre deux risques. Le risque de choisir des experts qui seraient sans conflit d'intérêt, mais connaîtraient mal les sujets, et le risque de choisir des experts très compétents, mais qui ont des liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. Dans la première situation, nos recommandations risqueraient d'être critiquées par les scientifiques pour ne pas avoir été faites par les vrais experts. Et nous avons cette situation souvent. J'ajoute que certaines sociétés savantes refusent de collaborer avec nous parce qu'elles considèrent que nos critères de sélection sont trop rigides. À l'opposé, nous avons bien sûr le risque d'avoir des experts qui ont des conflits d'intérêts qui auraient pu nous échapper, ne serait-ce que parce qu'ils les ont déclarés trop tardivement, et qui nous mettent dans une situation difficile vis-à-vis de plaintes éventuelles, et en particulier de plaintes auprès du Conseil d'État, comme nous en avons connu une en 2011. Donc voilà, je voulais rappeler ça en introduction, parce que c'est deux piliers de la constitution de la Haute Autorité de Santé sont absolument fondamentaux, on dit à la maison, HAS, qui sont dans notre code génétique, si vous voulez. Donc, nous y tenons énormément, et c'est la raison pour laquelle nous avons quelquefois été accusés d'une trop grande lenteur, parce que nous avons pris un soin considérable pour respecter les procédures méthodologiques qui sont, d'une certaine façon, les garantes de la rigueur scientifique, et de l'autre côté, respecter une analyse selon les critères que nous avons nous-mêmes définis pour être sûrs de l'indépendance de nos experts. Voilà, je pense que c'est le point important. Alors, nous sommes très attachés au statut d'autorité publique indépendante à caractère scientifique parce que nous pensons que ces deux caractéristiques nous permettent d'aider à la décision. Les gouvernants, et à commencer par les parlementaires, vous savez que nous devons faire un rapport tous les ans à l'Assemblée nationale et au Sénat, aux commissions des affaires sociales de nos deux assemblées. Et évidemment,
le rapport que nous faisons, c'est sur notre activité, et c'est une activité qui a été définie par ces deux caractéristiques que je donnais. Je pense que les lois que vous avez à voter lorsqu'elles concernent la Haute Autorité de Santé, sont particulièrement inspirées par ces deux caractéristiques. Et quand on confie une mission à la Haute Autorité de Santé, et on en confie tous les ans dans chaque projet de loi, notamment dans chaque projet de loi de financement de la sécurité sociale, on confie une mission parce qu'on sait que la Haute Autorité de Santé donnera un avis qui est l'avis reconnu, scientifique, sur lequel on pourra se fonder, sur lequel on pourra prendre des décisions. Mais nos travaux servent aussi beaucoup aux professionnels de santé, et beaucoup de sociétés savantes ou de conseils nationaux professionnels cherchent à avoir la validation de leurs propres travaux par la Haute Autorité de Santé, parce que c'est un garant à la fois scientifique, mais aussi juridique, pour aider les professionnels de santé, notamment les médecins, dans les différentes procédures qu'ils peuvent éventuellement subir. C'est le premier point que je voulais développer. Alors, je voudrais développer un deuxième point, puisque j'ai vu que vous souhaitiez poser des questions, notamment sur les moyens budgétaires. Je voudrais insister, sous le contrôle de Dominique Meng, directeur de la Haute Autorité de Santé, mais aussi de Véronique Chenaille, qui est secrétaire générale et qui en particulier s'occupe des questions de moyens, de budget, de personnel et de locaux. Je voudrais insister sur les efforts que nous avons faits depuis pratiquement le début de mon mandat pour contrôler nos dépenses. Et vous avez fait vous-même allusion à la diminution de nos budgets en dépenses. Dans le contexte que nous connaissions au début de notre prise de fonction en 2011, nous avons tout de suite pensé qu'il était important de faire un effort particulier, notamment sur les frais de fonctionnement, pour pouvoir garder une certaine possibilité dans l'investissement, mais aussi dans ce qui fait, nous, notre métier, c'est-à-dire les personnels qui contribuent aux productions de la Haute Autorité de Santé. Alors, parallèlement, les dotations budgétaires, comme vous pouvez l'imaginer, n'ont pas augmenté. Et donc, nous commençons à avoir quelques inquiétudes pour l'avenir, et nous avons fait une demande très précise de maintenir les dotations au niveau où elles sont actuellement, faute de quoi nous risquerions, après avoir épuisé le fonds de roulement qui est le nôtre actuellement, nous risquerions de ne plus pouvoir remplir nos fonctions. Donc ou certaines de nos fonctions. Cet effort s'est matérialisé par une limitation des personnels, mais aussi par un déplacement de la Haute Autorité de Santé. Comme vous le savez, nous sommes à Saint-Denis, près du Stade de France, mais nous étions sur 2 sites. Et dans un souci de plus grande efficacité et de plus grande efficience, nous avons souhaité déménager, prendre une autre location, un autre bail, dans un seul site qui est pas très loin de là où nous sommes, en face de la station du RER B. Et nous ferons, avec ce déménagement qui doit avoir lieu en novembre, non seulement un meilleur outil de travail pour les membres de la Haute Autorité de Santé, mais aussi des économies substantielles sur notre loyer. Donc voilà, je n'insiste pas trop, mais si vous avez des questions précises, Dominique Meng pourra y répondre. Je souhaitais insister là-dessus parce que ces efforts ont été faits en toute connaissance de cause, mais je répète que s'il y a une trop grande diminution de nos dotations, l'avenir de cette institution, auquel on demande de plus en plus d'efforts tous les ans, pourrait être en danger. C'était les 2 messages principaux que je voulais donner en introduction. Nous avons pris connaissance des nombreuses questions que vous posez dans le cadre de cette mission. Je ne sais pas si vous voulez toutes nous les poser, mais on peut y répondre soit point par point, soit de manière globale, notamment concernant la composition du collège que j'ai l'honneur de présider et qui est constitué de 8 membres qui sont nommés par les plus hautes autorités de l'État, puisque 2 membres sont nommés par le président de la République, 2 membres sont nommés par le président du Sénat, 2 membres sont nommés par le président de l'Assemblée nationale et 2 membres sont nommés par le président du Conseil économique, social et environnemental.
Ces 8 membres ont un mandat de 6 ans et ils sont renouvelés par moitié tous les 3 ans. Il y a eu un renouvellement l'an dernier et donc le prochain renouvellement est prévu en février 2017, sauf si la loi de santé qui comporte une ordonnance, enfin un article 42 faisant allusion à une ordonnance sur la gouvernance de la Haute Autorité de Santé amenait à une modification plus précoce de la composition du collège. Merci, Monsieur le Président, pour la clarté de vos propos liminaires. Monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, vous venez de nous dire que s'il y avait une poursuite de la baisse des crédits, ça remettrait en cause le fonctionnement de votre autorité. Et ce financement est aujourd'hui assuré pratiquement uniquement par des crédits versés par l'assurance maladie. Cela vous permet-il de disposer de l'autonomie financière prévue par la loi? Et comment négociez-vous pour déterminer ce budget? Alors, la loi a effectivement apporté un changement au mode de dotation de la Haute Autorité de Santé, puisqu'en fait, une partie de notre budget était constituée d'une dotation de l'État et une dotation double de l'assurance maladie, mais une autre partie était constituée par le produit d'une taxe sur la promotion de l'industrie pharmaceutique. Nous avions considéré que, notamment dans le contexte de la crise du Mediator, tirer ces ressources de l'industrie pharmaceutique posait quelques problèmes, on peut presque dire éthiques. Donc nous étions très demandeurs de cette modification du financement de la Haute Autorité de Santé. Il y avait une autre raison, c'est, là encore je parle sous le contrôle de Véronique Chenaille, mais c'est que cette taxe donnait un produit extrêmement variable et non prévisible. Et on a eu en particulier une année des rentrées financières très importantes qui nous ont généré un fonds de roulement auquel on ne s'attendait pas. Alors, la dotation actuelle est effectivement plus simple et elle rassemble les dotations de l'État et de l'Assemblée nationale. Elle compte aussi la dotation spécifique pour la certification des établissements de santé. Et c'est vrai que, comme nous avons actuellement un fonds de roulement, nous pouvons, pour encore 2 ou 3 ans, nous pourrons encore fonctionner si les dotations... Pardon ? Si les dotations restent au niveau. Voilà, si les dotations restent à ce niveau, après 3 ans, si les dotations restent à ce niveau, là on ne pourra plus, parce qu'actuellement, effectivement, nous dépensons plus que nous ne recevons. Donc dans 3 ans, on sera dans une situation très difficile. Si par ailleurs, avant 3 ans, les dotations diminuaient, alors on serait plus rapidement que ça en situation difficile. Peut-être que Dominique Meng veut compléter. S'agissant des conditions de négociation, tout au moins disons de décision, les choses ne sont pas aussi simples que ça, monsieur le sénateur, vous l'imaginez. Ça facilite la négociation dans la mesure où vous n'avez pas le couteau sous la gorge. C'est certes oui, mais le jour où vous aurez dépensé vos économies. Si l'on peut appeler ça des économies, oui. Comment envisagez-vous la négociation? C'est dès à présent que la question se pose, parce qu'une institution comme la nôtre, 400 collaborateurs, un budget de l'ordre de 55 à 60 millions d'euros en comptant les investissements, des programmes pluriannuels, des engagements dans la durée. De toute façon, d'ores et déjà, nous avons, le regard sur l'année 2018. Nous sommes sur des perspectives triennales, ce qui est d'ailleurs conforme aux lois aujourd'hui de finances et aux différentes méthodes d'appréciation qui sont aujourd'hui en place pour la gestion budgétaire et comptable dans les collectivités comme la nôtre. Donc on est sur du triennal. Donc on a saisi les ministres en charge, essentiellement, donc il s'agit du ministre de la Santé. Nous n'avons pas de tutelle au sens de l'API, mais enfin nous avons une direction d'administration centrale qui coordonne les questions de ressources de la Haute Autorité de Santé, c'est la direction de la Sécurité sociale,
associé à la Direction générale de l'offre de soins, puisqu'il y a une partie qui est très en lien avec la certification des établissements de santé, qui est très en lien avec l'offre hospitalière. Donc la DSS et la DGOS discutent avec nous, en lien avec le ministère des comptes publics et dans le cadre de la préparation du PLFSS, pour avoir une dotation qui est logée au sein de ce qui est le 7e sous-objectif de l'ONDAM, enfin de l'objectif des dépenses de court et moyen séjour, le DMCO, dans lequel notre financement n'est pas individualisé en tant que tel, mais il est mentionné. Donc il n'y a pas de négociation, il y a une information des autorités parlementaires sur la demande de financement, et par ailleurs nous avons alerté nos directions techniques en leur faisant valoir que nous avions, et c'est ce que disait le président à l'instant, nous avions une nécessité vitale d'avoir une visibilité triennale des ressources, dans la mesure où les engagements de l'année 2015 auront des effets sur l'année 2018 et plus tard. Donc, c'est dans ce cadre-là, nous, que nous nous situons. Alors, nous n'avons pas de réponse immédiate, puisque c'est lié notamment aux négociations du PLFSS qui vont démarrer là. Mais pour nous, c'est une exigence du quotidien, d'ores et déjà, de savoir comment nous terminerons l'année 2018. Si je puis juste ajouter de manière plus générale un point important, c'est que je faisais allusion tout à l'heure aux nouvelles missions qui nous sont confiées tous les ans. Alors évidemment, nous les avons intégrées dans notre programme de travail, on va dire personnel constant, voire personnel un peu diminué. Ça veut dire que toutes ces missions pour lesquelles nous n'avons pas eu de dotation budgétaire supplémentaire, nous les avons assumées au prix de redéploiements internes. Je vais en citer deux. Nous avons mis en place un site d'information des patients sur la qualité des soins délivrés dans les hôpitaux, qu'on appelle le site Scope Santé. Ça a été par du redéploiement interne et d'ailleurs du redéploiement budgétaire également, puisqu'il a fallu payer l'information qui nous est donnée par la TIH, l'Association pour l'information hospitalière. Et le deuxième exemple, c'est l'évaluation médico-économique, qui est une mission très importante qui a été développée, et en particulier, il nous a été confié par le PLFSS 2012 la mission de faire une évaluation médico-économique des produits de santé, notamment des médicaments les plus innovants, mais aussi les plus chers. Donc nous avons été obligés de réorganiser complètement nos services pour pouvoir remplir cette mission que nous remplissons, je crois, à la satisfaction de tout le monde, en temps utile, si je puis dire. Voilà, donc les questions budgétaires sont évidemment des questions très importantes pour nous. Oui, estimez-vous aujourd'hui que vous avez les moyens de remplir correctement les missions qui vous sont imparties? Je passerai la parole à Dominique Meng, c'est une question délicate. La Haute Autorité de Santé, enfin, en tout cas le président et le directeur, n'ont pas eu pour habitude de se plaindre de leur dotation. Il ne s'agit pas de se plaindre. Bon, je viens quand même de dire que nous avons accepté des missions supplémentaires sans moyens supplémentaires et que la prochaine loi de modernisation du système de santé français va sans doute nous apporter une mission supplémentaire très importante, qui est celle d'évaluer les stratégies diagnostiques et thérapeutiques efficientes, que ce sera là encore une charge de travail importante. Donc c'est vrai que bon, on est, comme l'a dit Dominique Meng, on est inquiet. Et donc ça a été, alors je ne sais pas si vous comptiez nous poser la question, mais ça a été l'occasion pour nous, à chaque fois que nous avons été interrogés sur les relations qui existent entre la Haute Autorité de Santé et d'autres institutions sanitaires, c'était l'occasion pour nous de dire qu'il fallait chercher des mises en commun, des mutualisations, pour faire en sorte qu'on puisse utiliser au mieux les moyens qui existent non seulement dans notre institution, mais aussi dans les institutions voisines. Alors c'est en ce sens que nous avons souhaité nous rapprocher de l'ANESM, qui prend en charge les problèmes des établissements médico-sociaux, que nous les abritons actuellement, enfin pas encore, on va les abriter dans nos nouveaux locaux, mais on prend en charge leurs fonctions support et nous souhaitons bien effectivement que lorsque
leur GIP, puisqu'ils sont gérés par un GIP. Leur GIP viendra à expiration, qu'ils puissent nous rejoindre et qu'on puisse travailler ensemble pour mutualiser les missions et donc les personnels qui travaillent sur ces missions. Alors, de la même façon, il y a un certain nombre d'institutions qui ont des préoccupations très proches des nôtres. Et il y avait eu, il y a 2 ans maintenant, une enquête de l'IGF et de l'IGAS sur les agences sanitaires, les institutions sanitaires, et on avait fait un certain nombre de propositions pour nous rapprocher, sans pour autant parler de fusion, mais au moins nous rapprocher, en ayant bien précisé les missions de chacun, de certaines institutions qui travaillent sur des sujets très proches des nôtres, que sont l'ANAP, l'INCa, le Haut Conseil pour la santé publique, enfin toute une série d'institutions avec lesquelles nous souhaiterions pouvoir travailler plus étroitement et mieux définir nos compétences. Dominique. Pour répondre très précisément à votre question, avez-vous les moyens d'assumer les missions? Le projet de loi de santé qui est un examen chez vous prévoit 13 occurrences de saisine de l'HAS sur des missions nouvelles, dont certaines sur des missions lourdes, notamment l'élaboration de stratégies efficientes en lien avec les sociétés savantes et les collèges professionnels. Et par ailleurs, nous sommes de plus en plus interpellés sur ce qui est de l'ordre de ce qu'on appelle vulgairement le big data ou les grandes données, et donc sur les capacités, les compétences à interroger les bases de données médico-administratives et à étayer tous nos avis de larges requêtes sur ces bases-là et d'études qui leur sont annexées. Bon, très clairement, non, nous n'aurons pas les moyens de répondre à toutes les missions qui nous sont demandées aujourd'hui proposées par le législateur. Si d'une part, il n'y a pas, à un moment donné que nous considérons comme étant proche aujourd'hui, une décision sur une forme de socle budgétaire de cette maison pour assurer les missions qu'elle assume d'ores et déjà, et par ailleurs des financements sur les missions nouvelles. La réduction de voilure auquel nous avons procédé entre 2011 et aujourd'hui, notamment, a fait baisser, alors certes, des frais de gestion générale, des dépenses de communication, bon, toutes choses qui peuvent être optimisées et qui l'ont été, puisque nous avons baissé quand même de 12% nos dépenses réelles, hein, de budget à budget. Mais on a également supprimé les financements de tout ce qui était le secteur de l'activité de recherche. Nous avons supprimé les financements des sociétés savantes et des collèges professionnels qui avaient besoin d'être aidés et d'avoir des ressources pour rédiger des recommandations et faire des travaux que nous leur prescrivions. Donc il y a toute une série quand même de financements qui aujourd'hui ne sont plus activés et qui correspondent à des demandes qui sont des demandes fortes exprimées aujourd'hui par le législateur. Donc nous aurons besoin d'une rebudgétisation, ça me paraît absolument indispensable. Pour aller un peu plus loin, puisque vous avez pris un peu les devants par rapport à d'éventuelles fusions, partenariats, mutualisations avec d'autres structures, mais j'ai souvenance d'avoir été, il n'y a pas très longtemps, rapporteur d'une commission d'enquête sur les dérives thérapeutiques. Et j'ai souvenance d'avoir eu un contact avec votre haute autorité, votre autorité indépendante, parce que je m'interrogeais, ainsi que d'autres, sur la raison pour laquelle il n'y avait pas beaucoup, et parfois pas du tout, d'évaluation de certaines thérapies, voire pseudo-thérapies, qui se multiplient sur le territoire national et sur lesquelles il eût été important d'avoir une opinion d'une autorité telle que la vôtre. Alors je me suis demandé si c'était par manque de moyens, si c'était par manque d'experts, si c'était ou tout simplement une volonté de ne pas mettre le nez là-dedans. Il n'y a pas de volonté de ne pas mettre le nez dans des thérapies non académiques.
mais on a effectivement un programme de travail annuel qui vient essentiellement des directions du ministère, de l'assurance maladie, un peu des sociétés savantes et aussi des industriels qui ont de nombreux médicaments ou dispositifs médicaux à évaluer. S'ajoute à cela notre désir d'offrir la possibilité aux associations de patients de nous saisir également, et le désir de la Haute Autorité de Santé de faire ce qu'on appelle une autosaisine, de pouvoir se saisir elle-même de sujets qui l'intéressent. Dans ce cadre, les choix sont évidemment très difficiles et la médecine, on va dire classique, évoluant très vite et faisant courir elle-même un certain nombre de risques aux patients, c'est vrai qu'on a priorisé les sujets de médecine classique, ou bien que nos demandeurs saisissent ces sujets. Alors après, il y a une autre raison qui fait que, à ce jour, nous n'avons effectivement pas fait de travail sur des thérapeutiques alternatives. C'est que le principe de la Haute Autorité de Santé est d'être une autorité scientifique, c'est-à-dire de s'appuyer sur ce qu'on appelle en anglais evidence-based medicine, la médecine par les preuves. Donc on est assez gêné pour évaluer des stratégies thérapeutiques qui ne reposent pas sur des concepts scientifiques ou sur des expérimentations scientifiques. La HAS est une autorité scientifique et donc nous jugeons sur des publications, sur des rapports, ce qui n'existe pas dans ce type de données. Sans aller jusqu'à des pratiques douteuses et dangereuses, on a eu pas mal de relations avec les dirigeants des sociétés d'homéopathie. Et on a été généralement dans l'incapacité. Alors, il y a des produits d'homéopathie qui sont évalués par la Haute Autorité de Santé, mais en règle générale, on n'a pas de données scientifiques qui nous permettent de donner un avis sur l'intérêt, même si individuellement, les membres du collège peuvent avoir des avis. Oui, mais c'est déjà bien de faire savoir que vous considérez que ce n'est pas dans le domaine de la science. Enfin, quand on est une autorité de santé avec le poids qui est le vôtre, il n'est quand même pas neutre aussi de procéder à des évaluations, ne serait-ce que pour préserver la santé de nos concitoyens. Oui, parce qu'il y a quand même un certain nombre de dérives, y compris avec des laboratoires entre guillemets puissants, qui mériteraient qu'un œil scientifique se penche dessus. Nous pouvons y être directement concernés par nos missions lorsqu'on est dans le champ de la sécurité sanitaire. Et des actes qui pourraient faire courir des risques aux patients. Donc on a été appelé à le faire, non pas nécessairement dans le champ des thérapeutiques non conventionnelles, mais on l'a fait dans le champ de la médecine esthétique, avec des actes pour lesquels nous avons recommandé avec des bonheurs divers au plan juridique, parce que tout ceci est très complexe, de les encadrer ou de les interdire. Nous avons été également interpellés par les pouvoirs publics et on rejoint, là on est à la limite de ce dont vous parlez, des échographies à visée non médicale, des embryons, c'est-à-dire les échos qu'on fait aux femmes enceintes pour faire l'album de famille, avec des risques possibles sur la mère. Il y a donc comme ça un certain nombre d'axes ou d'angles de saisine dans lesquels nous pouvons être concernés. Mais c'est vrai que d'une manière générale, d'une part, c'est effectivement le fruit du programme de travail, et d'autre part, c'est le problème des données. L'absence de données fait qu'il est très difficile de rendre un avis. C'est la raison pour laquelle, du reste, le juge administratif nous a censuré dans les avis que nous avons rendus sur certains actes de médecine esthétique. Ils étaient fondés plus sur la conviction que sur les données. Mais comme vous nous avez dit que le programme de travail venait en partie du ministère, oui.
Ça veut dire que le ministère n'est pas tellement préoccupé par cela, ce qui ne m'étonne pas. Mais pour en revenir directement à certains problèmes que vous avez soulevés, parce que vous nous avez dit à juste titre que ce n'était pas facile d'avoir des experts pouvant cumuler une expérience et une compétence de grande qualité et aussi aucun lien avec qui que ce soit. Et on le comprend parfaitement. Bon. Alors comment, pour garantir l'impartialité de vos décisions, comment fonctionnez-vous, notamment vis-à-vis des laboratoires pharmaceutiques? Alors, c'est évidemment une question qui a été posée dès la création de la Haute Autorité de Santé et sur laquelle, dès le début de mon mandat, j'avais souhaité qu'on retravaille. Ce qui fait qu'actuellement, bien sûr, tous les experts internes, les membres de nos commissions ou externes que nous sollicitons pour des groupes de travail, doivent nous remettre une déclaration publique d'intérêt et nous analysons pour chacun d'entre eux en détail ces déclarations publiques d'intérêt pour savoir si elles comportent des relations avec l'industrie pharmaceutique qui pourraient être, sur un sujet précis, un conflit majeur d'intérêt. Donc, pour essayer de nous guider dans cette évaluation, nous avons produit un document qui est un guide de gestion des conflits d'intérêts qui fait l'objet d'une réflexion d'1 an et qui est, on va dire, précis et souvent sévère, qui détaille les différentes situations en relation avec ce qui est dans la trame d'une déclaration d'intérêt et qui explique pour chacun des points quel lien peut constituer un conflit majeur au regard de la question discutée. Ça nous a évidemment permis d'avoir plus de sécurité, mais je répète que ça nous a créé pas mal de problèmes et ça nous génère un temps passé considérable. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons travailler un peu plus avec les sociétés savantes et les conseils nationaux professionnels pour leur demander de nous aider en sélectionnant des experts dont ils savent qu'ils sont compétents et dont ils savent aussi qu'ils n'ont pas de lien d'intérêt, même si de toute façon on fera le contrôle. Pour aller plus loin, nous avons mis en place en interne une petite structure avec un professeur d'université et ancien conseiller des ministères, donc avec une grande rigueur morale, qui est en charge de tous ces problèmes de, on va dire, éthique et expertise. Et puis, nous avons mis en place, presque depuis la création de la Haute Autorité de Santé, un comité de déontologie, et avant la loi de renforcement de la sécurité sociale, comité de déontologie et de gestion des conflits d'intérêts qui est, depuis que je suis président de la Haute Autorité de Santé, présidé par un membre du Conseil d'État et qui fait travailler des personnes extérieures à la Haute Autorité de Santé, et notamment des juristes, des représentants des patients et aussi des représentants des médecins. Donc ce comité est interrogé chaque fois que de besoin, lorsqu'on est dans une situation un peu difficile à analyser, ce qui est d'ailleurs assez rare. On les fait plutôt travailler sur des problèmes de fond. Alors, en pratique, nos commissions et le collège lui-même sont amenés, après analyse des déclarations d'intérêt à un sujet précis, à s'auto-censurer. C'est-à-dire que si un membre de la commission est en situation de conflit d'intérêt par rapport au sujet débattu, il sort de la salle, il ne participe pas au débat et bien sûr il ne participe pas au vote. Donc voilà, c'est une gestion qui est plutôt sévère et ça explique pourquoi certains
médecins, certains membres de sociétés savantes s'estiment blessés par les décisions que nous sommes amenés à prendre, puisqu'on est amené à rejeter la candidature de très grands professeurs qui ne comprennent pas qu'on puisse les suspecter. Alors on ne les suspecte pas, mais on considère que leur relation avec l'industrie pharmaceutique pourrait générer une suspicion vis-à-vis de conflits d'intérêts. Donc voilà, c'est une politique très, on va dire, très précise et qui pour nous est un poids considérable. Est-ce que vous pouvez nous faire le point sur les contentieux qui sont adressés à votre autorité à raison de ces décisions, en particulier en matière de certification? Est-ce qu'il y a des risques financiers qui sont associés à ces contentieux? En matière de certification, des établissements de santé, à ma connaissance, il y a eu un seul contentieux dans le juge administratif qui était celui d'un établissement important, c'était un CHU qui n'a pas prospéré. Mais nous avons très peu de contentieux devant le juge. Nous avons, dans le cadre de la procédure de certification, une procédure d'appel devant les instances de la certification, qui est une forme de recours gracieux exercé devant l'autorité hiérarchique, et qui, la plupart du temps, résout les problèmes d'incompréhension qui peuvent survenir entre les experts visiteurs et l'établissement. Alors, y a-t-il un risque financier? Les décisions qui sont prises, puisque là on est dans le champ de décision, on n'est plus dans le champ d'avis, les 2650 établissements de santé français sont certifiés par l'HAS en direct. Nous sommes très attentifs au fait que les décisions de certification ont un effet structurant ou restructurant, mais ne doivent pas percuter des procédures qui sont notamment les procédures devant les tribunaux de commerce. Donc, lorsque un établissement de santé privé, en l'occurrence, et dans une procédure devant le tribunal de commerce, généralement on suspend la certification dans l'attente des décisions des juges. Parce qu'effectivement, là, il y aurait un risque qui est une forme de confusion entre la procédure devant le tribunal et la certification. Au niveau du fonctionnement du collège, bon, vous nous avez répondu sur les rémunérations des membres du collège. Et bon, il y a des rémunérations qu'on peut considérer comme importantes, mais c'est tout à fait logique compte tenu de l'importance de votre haute autorité et aussi de la nécessité de l'indépendance. Est-ce que les membres du collège continuent à avoir d'autres fonctions? Alors, à commencer par vous-même, monsieur. Oui, donc, je ne parle pas de fonctions électives. Le président est à plein temps. Certains membres du collège ont, au moins dans la période initiale, gardé quelques activités cliniques, soit des consultations, enfin, essentiellement des consultations. Et actuellement, il y a encore un membre du collège qui garde une activité de consultation, qui donc ne travaille pas à plein temps, même s'il travaille énormément, et en particulier il travaille le week-end pour préparer les réunions de sa commission, car il a une commission très lourde. Les textes qui ont institué la HAS ont prévu la mise à disposition de fonctionnaires. Donc il y a effectivement, et c'est le cas dans lequel fait référence le président, il y a dans le collège des fonctionnaires, notamment des fonctionnaires de l'éducation nationale que sont les professeurs d'université, qui peuvent bénéficier ou demander à bénéficier de ce statut de mise à disposition pour conserver une valence de leur activité clinique, et donc ils sont mis à disposition sur un tantième. Bon, en l'occurrence, actuellement, il y a un membre du collège qui est mis à disposition à 50% de son temps par l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Mais évidemment, il y a une proportionnalité des rémunérations. Ils ne gagnent pas plus
Il y a une disposition, il y a une disposition qui est prévue par les textes. Lorsqu'un fonctionnaire est mis à disposition, il reçoit les traitements qui sont liés à son activité d'origine, donc il n'est pas payé directement, on rembourse les rémunérations à son administration d'origine, il reçoit une rémunération pour tout service rendu de la Haute Autorité de Santé de 600 € par mois. C'est des textes qui ont été fixés à l'origine, qui n'ont pas bougé d'ailleurs. Donc c'est le cas des PUPH qui sont mis à disposition. Et pour ce qui me concerne, moi j'ai gardé une petite consultation. Je vois encore quelques patients au centre anticancéreux de Nantes. Pierre-Yves Colombin. Vous avez évoqué tout à l'heure l'évaluation médico-économique. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus, à la fois sur ses buts, sur ses méthodes? Oui, alors l'évaluation médico-économique n'était pas initialement prévue lors de la création de la Haute Autorité de Santé, qui devait en fait indiquer l'état de l'art médical, mais qui ne devait pas se soucier de ce que cela pouvait coûter à la collectivité. Alors ça a été très vite rajouté, puisque dès le PLFSS 2008, on a demandé à la Haute Autorité de Santé de faire des évaluations médico-économiques sur des grandes stratégies de santé publique et notamment sur les stratégies de dépistage des maladies infectieuses ou des maladies cancéreuses. Alors quand on dit évaluation médico-économique, c'est principalement l'évaluation du rapport entre le coût et l'efficacité. Depuis le PLFSS 2012... Efficacité en quel sens? Pardon? Efficacité en quel sens? Efficacité clinique. Du médicament ou efficacité... Alors justement, j'allais y venir. Non, là, par exemple, une stratégie de dépistage, prenons les différentes modalités de dépistage du cancer du sein, par exemple, qui est un des axes majeurs du plan cancer et qui est valorisé dans le cadre de la rémunération sur objectif de santé publique des médecins généralistes dans le cadre de la convention avec l'assurance maladie. Donc c'est un vrai objectif de santé publique. Mais il y a deux modalités. Il y a le dépistage organisé et le dépistage individuel. Et puis on a fait une étude de l'efficience de l'un par rapport à l'autre, c'est-à-dire de ce que ça coûte par rapport à ce que ça sauve de vie. Et donc on a considéré que le dépistage organisé était plus efficient parce qu'il était effectivement plus précis que le dépistage individuel. Bon, c'est un exemple. Alors, depuis 2012, on a une nouvelle mission dont je parlais tout à l'heure, puisqu'on l'a assumée sans moyens supplémentaires, qui est l'évaluation des produits de santé. Alors, il s'agit en fait d'évaluer le rapport coût-efficacité, c'est-à-dire, généralement, un médicament nouveau est plus cher que les médicaments anciens. Donc, ce que nous évaluons, c'est est-ce que le surcoût est justifié par une augmentation du résultat. Et donc, on détermine un rapport entre l'augmentation du coût et l'augmentation du résultat. Donc, ce sont des techniques médico-économiques qui sont éprouvés, qui viennent en fait d'Angleterre, qui a été pionnier en matière d'évaluation médico-économique. Et pour un certain nombre de médicaments, ça sert à la fixation du prix. Ça n'est pas, comme c'est le cas en Angleterre, une limitation au remboursement. En Angleterre, quand un médicament a un rapport coût-bénéfice qui est trop élevé, quand le prix est trop élevé pour le bénéfice attendu pour le patient et pour la société, le médicament n'est pas pris en charge. En France, ce n'est pas cela. En France, l'évaluation que nous donnons sert au comité économique des produits de santé qui négocie les prix des médicaments avec l'industrie pour fixer le prix. Et donc il y a un certain nombre de paramètres qu'il utilise, notamment l'intérêt médical, ce que nous appelons nous l'amélioration du service médical rendu, et l'évaluation médico-économique, c'est-à-dire l'évaluation du rapport entre le coût et le résultat par comparaison aux thérapeutiques existantes. Donc, avec ces évaluations médico-économiques, le comité qui fixe les prix peut discuter le prix avec l'industrie pharmaceutique et dire, écoutez, à ce prix-là, c'est trop cher, quoi. Donc, c'est en train de se mettre en place. On a débuté au 1er janvier 2014, donc on a presque, un peu plus d'un an et demi de recul. On va dire que le travail qui est fait est un travail de très grande qualité, ce que
reconnaît à la fois le Comité économique des produits de santé et les industriels. Il faut probablement que l'on renforce l'utilisation de cet avis médico-économique, notamment en le rendant plus lisible pour les membres du comité qui fixe les prix, notamment en rendant public, dès le vote définitif de la Commission, ces avis. Pour l'instant, ils ne sont rendus publics que lorsque le prix a été fixé, c'est-à-dire quelquefois plusieurs mois après la délibération, ce qui nous ennuie. Nous souhaitons que ce soit effectivement publié plus vite. Nous souhaitons également, en plus de l'évaluation du rapport coût-résultat, ajouter ce qu'on appelle l'impact budgétaire. Et je vais vous donner un exemple qui va vous parler. L'an dernier est arrivé sur le marché français un nouveau traitement de l'hépatite C qui s'appelle le Sovaldi et qui a défrayé la chronique parce qu'il est si cher qu'il a généré des dépenses de santé de plusieurs centaines de millions, au point que les parlementaires que vous êtes ont voté, dans le cadre du PLFSS 2015, une sorte de mesure spéciale, une sorte de plafond pour ne pas aller au-delà de certaines dépenses sans que les firmes n'y contribuent. Donc, on s'est rendu compte à cette occasion que ce produit avait un rapport coût-efficacité très acceptable. Il était très cher, mais il entraîne des bénéfices si importants que son efficience est tout à fait acceptable. Et la question qu'il posait, c'était la question de l'impact budgétaire, donc c'est-à-dire la différence entre ce que ça va coûter à la collectivité et ce que ça peut générer comme bénéfice. Alors, Monsieur le Président, on arrive là au nœud du problème, parce que jusqu'à présent, on ne peut que suivre votre raisonnement. Mais vient un moment où, comment dire, la problématique coût, enfin plutôt efficacité ou pas du médicament interfère avec la problématique économique. Notamment s'agissant de maladies plus ou moins rares, ou qu'on pense rares. Donc vous avez là, à ce moment-là, un choix qui est de nature éthique qui se fait sur l'idée, est-ce qu'on fait quelque chose pour ce type de maladie ou pas? Et on le fait oui ou pas, en fonction de quoi? En fonction du budget, en fonction du coût économique, parce que c'est un peu ce qui se passe aussi en Angleterre, parce que, ce que vous avez dit, l'importation de ces méthodes, etc., ça paraît tout à fait rationnel, mais on se demande, compte tenu de l'ère du temps, si derrière, il n'y a pas cette idée que, ma foi, on va rationner le plus raisonnablement possible les moyens de santé, une espèce de justification plus ou moins vaguement scientifique de ce qui n'est jamais qu'un choix politique, au bon sens du terme d'ailleurs. Hein. Écoutez, je suis médecin et qui plus est, je suis cancérologue, donc j'ai été amené à prescrire des médicaments extrêmement chers, dont certains d'entre eux ont bouleversé le pronostic des maladies. Donc je suis avant tout intéressé. Mais monsieur, vous n'êtes pas en cause personnellement. Non, mais est-ce qu'on n'a pas un risque ce que je vais vous dire de cette problématique? Voilà. Je vais vous dire que je suis bien placé pour dire que ce qui compte en premier, c'est l'intérêt pour le malade. Qu'est-ce que ça va apporter au malade? Alors après, force est de constater que certains médicaments sont très chers alors qu'ils apportent peu. Donc l'évaluation médico-économique cherche à déterminer le juste prix. C'est-à-dire savoir ce que la collectivité est disposée à payer en fonction du bénéfice que ça apporte pour le malade. Alors vous avez fait allusion à des maladies rares, mais potentiellement très graves. Eh bien là, le rôle de la HAS, et en particulier le rôle de la Commission de la transparence qui évalue l'intérêt médical des produits, c'est de savoir quel service ça rend. Si ça rend un service faible, voire cosmétique, ça ne justifie pas un prix élevé. Si ça sauve des vies, ça justifie un prix élevé, même si c'est sur peu de malades et même si c'est sur des traitements très prolongés. Alors, je veux insister sur un fait. Premièrement, à l'opposé de l'Angleterre, en France, à ma connaissance, il n'y a eu aucun médicament qui n'a pas été pris en charge par l'assurance maladie pour des raisons budgétaires. Le NHS anglais vient de décider début septembre de supprimer du fonds spécial pour le cancer,
parce que les traitements anticancéreux coûtent très cher, de supprimer une vingtaine de médicaments, dont certains, pour notre part en France, sont considérés comme des médicaments très utiles. En France, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de restriction, de rationnement pour des questions budgétaires. Alors, en revanche, l'évaluation médico-économique sert à fixer le juste prix et à dire aux laboratoires pharmaceutiques vous allez trop loin, parce qu'on comprend que vous ayez la nécessité de faire des bénéfices, de créer de l'emploi, de créer de la recherche, mais il faut aussi dire que vous appuyez sur des systèmes de santé, et que les systèmes de santé, ils ne peuvent pas tout faire. Donc voilà, on est en train d'évoluer beaucoup sur l'évaluation médico-économique, elle est en train de prendre de plus en plus de poids, mais de toute façon, il faut d'un côté que l'industrie pharmaceutique soit plus raisonnable qu'elle ne l'est sur certains médicaments, et il faut de l'autre qu'on réfléchisse à l'utilisation qui est faite de ces médicaments. Et je pense que ce qui est capital, vous le disiez, Madame la Présidente, le rôle de la Haute Autorité de Santé, c'est de faciliter l'accès pour tous à des soins de qualité. Notre rôle, c'est de faire en sorte que le prix des médicaments permette de donner des médicaments utiles à tous les malades qui en ont besoin. Et quelquefois, on est amené à faire des choix. Je faisais allusion au Sovaldi, le traitement de l'hépatite C. Le Collège de la Haute Autorité de Santé a rendu un avis en 2014 pour essayer de hiérarchiser les prescriptions parce qu'on ne pouvait pas, dans la première année, traiter tout le monde. C'était un médicament très utile, mais il était si cher qu'on ne pouvait pas traiter tout le monde. Donc on a fait une sorte de hiérarchisation des urgences, tout en reconnaissant qu'il serait sans doute utile à terme de traiter tout le monde. On a dit les malades qu'il faut traiter le plus vite sont ceux qui sont le plus graves. Bon. Et donc notre rôle a été de définir quels étaient les critères de gravité qui permettaient de traiter un malade tout de suite. Donc voilà, c'est ce que la Haute Autorité de Santé va être amenée à faire, de définir des paramètres le plus précis possible pour quantifier l'effet clinique, développer des paramètres le plus précis possible pour définir, et ce n'est pas toujours facile parce que c'est un calcul mathématique, puisque les médicaments n'ont pas encore été prescrits, donc on ne sait encore pas comment ils vont rendre service en vie réelle, donc de définir de manière la plus précise possible le rapport coût-efficacité pour essayer d'aboutir à des prix raisonnables. Et ça peut effectivement, si les firmes ne sont pas raisonnables et si les prix sont trop élevés, ça peut effectivement aboutir à une situation d'impasse. Et puis il faut aussi que nous déterminions des critères de choix des médicaments pour faire en sorte qu'on puisse sélectionner les malades qui en ont véritablement besoin. Mais c'est une vraie question. Le prix des médicaments est extrêmement cher et plus la recherche progresse, plus les médicaments coûtent cher. C'est une vraie question, notamment, mais pas exclusivement, dans le domaine de la cancérologie et de la virologie. Oui, alors Louis-Jean. Oui, deux questions. La première, c'est les 400 personnes de la Haute Autorité de la Santé. Ce sont des fonctionnaires détachés ou est-ce que ce sont des contractuels? Et puis deuxième question, comment vous situez-vous au niveau européen ou mondial par rapport à peut-être d'autres autorités qui existent? Je vais laisser Dominique Meng répondre à la première question et je reviendrai pour la deuxième. Justement, la spécificité de la haute autorité et au sein aussi des agences sanitaires, c'est d'avoir favorisé la logique professionnelle sur les parcours et d'avoir pu donc recruter des professionnels issus des différents secteurs dans lesquels elle a des missions. Donc, tous les salariés de la haute autorité ont tous des contrats de travail, ce qui n'empêche pas pour certains d'entre eux d'être détachés en tant que fonctionnaires. Mais ils sont tous recrutés sur contrat. C'est la règle de constitutive dans le cadre d'un décret qui a été prévu comme tel pour les agents sanitaires qui date de 2003. Hein. Tout le monde est titulaire d'un contrat, sauf les membres du collège qui sont dans une situation particulière. Alors pour la relation avec des institutions comparables dans d'autres pays, je voudrais d'abord dire que nous sommes l'institution qui a le champ de mission le plus large dans le monde. J'ai cité les Anglais. Les Anglais ont une institution qui est proche de la nôtre, qui s'appelle le NICE, qui en particulier évalue le rapport coût-résultat des médicaments
et des dispositifs médicaux, il évalue les actes médicaux, il donne des recommandations de bonnes pratiques. Donc c'est des missions qui sont comme les nôtres, mais il n'a pas la mission de certifier les établissements de santé. Donc il n'y a, à ma connaissance, aucune institution au monde qui a autant de responsabilités que la nôtre. Et vous pourrez regarder le budget du NICE, il est beaucoup plus élevé que le nôtre, mais en plus, le NICE sous-traite avec des structures académiques pour une partie de ces évaluations. Donc c'est juste pour insister sur le fait que nous travaillons finalement beaucoup. Alors oui, on a des rapports avec les institutions comparables aux nôtres. À vrai dire, on a peu de rapports avec les États-Unis parce que le système sanitaire est complètement différent. Mais en revanche, on a beaucoup de rapports au niveau européen. Alors, d'abord, des rapports un peu privilégiés avec les Anglais et les Allemands. On a mis en place, c'était mon prédécesseur qui avait mis en place ça et nous continuons à le faire, des réunions annuelles actuellement qui ont été à un moment semestrielles avec le NICE anglais et l'équivalent allemand qui s'appelle LICVIG. Mais surtout, nous sommes, j'allais dire, les plus actifs dans un réseau européen d'évaluation des produits de santé. En anglais, évaluation des produits de santé, c'est HTA, Health Technology Assessment. Et donc, il y a un réseau européen qui s'appelle le réseau européen d'évaluation des produits de santé, UNET HTA, qui associe toutes les institutions comparables aux nôtres, qui travaillent donc sur l'évaluation des médicaments, des dispositifs médicaux, et notamment les deux que je viens de citer. Donc, quand je dis qu'on joue un rôle majeur, c'est qu'on a été à l'initiative d'un regroupement destiné à uniformiser les évaluations. Alors, il va de soi que nous n'intervenons pas, nous, à la Haute Autorité de Santé, et aucune des autres agences n'intervient sur l'autorisation de mise sur le marché. L'autorisation de mise sur le marché, c'est l'Agence européenne du médicament, l'EMA, qui siège à Londres, qui donne l'autorisation de mise sur le marché pour tous les pays. En revanche, chaque pays a sa politique de santé, chaque pays en Europe a ses grands axes, chaque pays a ses possibilités financières, et donc le remboursement et le prix des médicaments varient d'un pays à l'autre. Et ce que nous avons essayé d'uniformiser, c'est les méthodes qui aboutissent aux décisions. Donc faire une évaluation la plus commune possible. Donc on a mis en France, c'est la France qui l'a fait, c'est la HAS qui l'a fait, on a mis en place des recommandations pour évaluer de manière homogène les médicaments. Et après, les institutions sanitaires prennent leurs décisions, mais l'évaluation est commune. Et puis surtout, on a développé quelque chose qui marche très bien, et j'espère que ça sera prolongé, car tout ceci est faisable grâce à une dotation budgétaire de la Communauté européenne, de la Commission européenne. Donc j'espère que ça sera prolongé, mais on a mis en place ce qu'on appelle des évaluations précoces, qui consistent à travailler avec les industriels pour leur dire voilà comment vous devriez développer votre médicament pour faire en sorte de mieux démontrer l'intérêt et de pouvoir aboutir rapidement à une mise à disposition de ce produit et à la fixation de son remboursement et de son prix. Donc voilà, il y a un réseau. Alors il y a aussi un réseau de la qualité des soins, pareil, européen, et on a été les leaders de ce réseau. Les dialogues précoces sont inscrits dans le projet de loi de santé. Michel Vaspart, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, j'interviens suite à ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Et ça m'a effectivement un peu troublé. Vous avez annoncé que vous étiez médecin, je ne savais pas, mais très bien, et que vous pensiez d'abord aux patients. Je crois que c'est effectivement normal, mais je crois qu'on pense tous, qu'on soit gestionnaire d'établissement, qu'on soit médecin, qu'on ait des responsabilités politiques, nous pensons d'abord à nos concitoyens et à faire en sorte qu'ils soient mieux soignés possible. Et je crois que ce n'est pas antinomique entre la qualité des médicaments, mais je trouve que la position de la France me semble curieuse. Tout simplement parce que nous avons tous intérêt à avoir les meilleurs médicaments possibles pour apporter le meilleur soin possible à nos patients. La prescription, elle est libre en France. Le médecin prescrit ce qu'il veut. Si on se contente simplement, quand le médicament est moins bon que d'autres, de renégocier avec le laboratoire le prix du médicament,
on ne change pas grand-chose sur un plan économique parce qu'il continuera à être prescrit et il continuera à être remboursé. Prêchez un convaincu, monsieur le sénateur. Voilà. Donc moi j'ai le sentiment que la méthode anglaise, à condition qu'elle soit faite avec intelligence, me paraît aller dans un meilleur sens pour essayer de trouver des économies à notre sécurité sociale que le système français. Vous me permettrez, après avoir entendu ce que vous avez dit, de vous le dire. Et tout compte fait, ça m'amène à une deuxième question qui n'a rien à voir, strictement rien à voir. Je suis en Bretagne président d'un EHPAD, comme beaucoup de mes collègues élus locaux, dans le cadre de la commune, c'est-à-dire dans le cadre du CCAS, mais il existe des EHPAD associatives, il existe des EHPAD hospitalières, et nous avons un réel problème de surmédication au niveau des personnes âgées. Est-ce que ça relève du champ de votre structure ? Bien sûr. Alors, je vais répondre à vos deux questions qui sont extrêmement importantes. La première question. D'abord, je ne suis pas certain que votre admiration du système anglais soit justifiée lorsque le système anglais aboutit à du rationnement. Le fait qu'on ne donne pas la possibilité aux patients anglais d'avoir accès à des médicaments très efficaces au motif qu'ils sont trop chers ne serait pas admissible en France. Deuxièmement, je partage votre point de vue concernant le fait que quand un médicament est moins bon, il ne doit pas être remboursé. La collectivité n'a pas à rembourser un médicament qui est moins bon que ce qui existe. Alors, en théorie, dans le Code de la sécurité sociale, la HAS fait son évaluation et si un produit n'apporte pas d'amélioration par rapport à ce qui existe, il doit être moins cher que ce qui existe. Mais il est admis. Alors, pour aller plus loin, et quand je dis que vous allez dans mon sens, moi je milite depuis 3 ans maintenant sur une évaluation du médicament qui soit purement comparative, qui n'évalue pas un médicament dans l'absolu, mais qui l'évalue par rapport à ce qui existe. Et ça permettrait de dire si un médicament est meilleur, évidemment on le prend, on discute le prix. Si un médicament est égal, on le prend, mais il doit être moins cher. Et si un médicament est moins bon, on ne le prend pas. Je milite pour ça. Il y a actuellement une réflexion en cours à la demande de la ministre, qui est dirigée par une économiste de santé, Mme Dominique Polton. La solution que je propose est une des solutions qui sont discutées. On verra ce qui finalement est proposé. Alors la deuxième question est capitale. Il y a effectivement en France, comme dans beaucoup de pays du monde, on n'est pas les seuls à faire du mauvais usage ou overuse, un usage excessif. C'est vrai que dans les EHPAD, il y a un usage excessif de tous les médicaments, mais en particulier des somnifères. Et la Haute Autorité de Santé a travaillé depuis 2007 sur le mésusage des somnifères, notamment de la classe des benzodiazépines, chez le sujet âgé, parce que ça entraîne un certain nombre d'effets secondaires, dont certains peuvent être graves, comme des troubles de la conscience ou des chutes, qui peuvent générer des complications éventuellement très graves après. Donc oui, c'est notre rôle, puisque le rôle de la Haute Autorité de Santé, c'est de définir la qualité des soins et la sécurité des patients. Et le mauvais usage des médicaments, ça génère... Alors, j'ajoute que nous avons depuis ce mandat rajouté comme objectif pour la Haute Autorité de Santé l'efficience. J'en ai beaucoup parlé cet après-midi, donc la qualité et l'efficience. Eh bien, le mauvais usage des médicaments entraîne 2 conséquences. Premièrement, des dépenses de santé injustifiées. Donc, il faut qu'on travaille, et on le fait, c'est une de nos priorités, sur la pertinence des actes, la pertinence des séjours hospitaliers, la pertinence des prescriptions. Et il faut qu'on travaille aussi là-dessus parce que la deuxième conséquence, c'est éventuellement des effets secondaires liés à des prescriptions excessives ou des prescriptions non adaptées. Donc oui, on est en plein dans nos responsabilités et on a d'assez nombreuses productions qui sont destinées à éviter le mésusage. On a bien sûr les recommandations aux professionnels de santé, on a des fiches de bon usage du médicament,
On travaille, nous certifions les logiciels d'aide à la prescription et pour les pharmaciens d'aide à la dispensation. Donc on a beaucoup d'actions qui visent à aider la prescription médicamenteuse. Dominique Meng, je le laisserai parler s'il le fait. Enfin, Dominique Meng me dit on travaille actuellement sur un aspect très important qui est la conciliation pharmaceutique, la conciliation des médicaments, pour faire en sorte qu'un malade qui entre dans un établissement de santé, hôpital, MCO ou un EHPAD, arrive généralement avec des ordonnances. Et si on n'a pas fait l'effort de savoir ce qu'il prend, on risque de lui prescrire des médicaments qui peuvent éventuellement être antagonistes ou éventuellement être dangereux s'ils sont donnés en association. Donc on travaille sur ce qu'on appelle la conciliation médicamenteuse. Donc beaucoup de sujets qui sont alors en plein dans vos préoccupations. Notre problème étant en fait de faire en sorte que nos recommandations soient suivies des faits. J'ai fait allusion au travail de 2007 sur les benzodiazépines chez le sujet âgé. Pour être très honnête, la prescription de benzodiazépines en 2015 n'a que très faiblement diminué, me semble-t-il. Donc nos prescriptions, nos publications, nos recommandations ne sont pas probablement assez suivies des faits. Vous avez des relations directes avec les patients, les malades, les citoyens? Est-ce que vous recevez des Oui, alors, si direct, c'est un patient en particulier, la réponse est non. Nous avons des relations privilégiées et volontaires avec les associations de patients agréées. Et nous avons mis en place une politique d'ouverture vers les patients ou les usagers qui repose sur d'abord la rédaction d'ouvrages qui leur sont destinés, même si je dois reconnaître qu'on devrait aller plus loin et on a décidé de mettre en place une commission de l'information des usagers pour justement apporter des documents qui soient plus facilement compréhensibles par eux. Deuxièmement, nous avons ce site d'information des usagers sur la certification des établissements de santé dont je parlais tout à l'heure. Troisièmement, nous avons une réflexion en cours sur ce que nous appelons la décision partagée, c'est-à-dire de donner des recommandations aux patients, mais aussi de l'information aux médecins, mais aussi de l'information aux malades, pour qu'ils puissent savoir quelle est sa maladie, qu'ils puissent poser les bonnes questions à son médecin et qu'ils puissent participer plus à la décision qui le concerne. Enfin, et c'est très important, depuis le départ, nous avons dans nos commissions des usagers qui sont considérés comme des experts à part entière. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois les avantages des experts, c'est-à-dire qu'on prend leurs frais de déplacement en charge, ils ont un petit défraiement comme les autres experts, mais ils ont aussi les mêmes contraintes, c'est-à-dire qu'ils sont en particulier obligés de signer une déclaration publique d'intérêt, puisque certaines associations de patients vivent avec des subventions de l'industrie pharmaceutique. Nous avions beaucoup milité pour que les patients soient présents dans toutes nos commissions. C'était le cas pour celles qui sont à la responsabilité, dont la composition est à la responsabilité de la HAS. Ce n'était pas le cas pour deux commissions, pardon, dont nous n'avions pas la main sur la composition de ces commissions. C'est la commission qui évalue les médicaments, la commission de la transparence, et la commission qui évalue les dispositifs médicaux. Et un décret vient de paraître qui change la composition de ces commissions et qui introduit, et nous nous réjouissons, les représentants des patients comme membres à part entière de ces commissions. Voilà pour cette audition de représentants de la Haute Autorité de Santé, audition qui se tenait dans le cadre des travaux de la commission d'enquête sur les autorités administratives indépendantes. Une commission d'enquête qui a été créée à l'initiative du groupe RDSE et qui a d'ailleurs pour rapporteur le président de ce même groupe, Jacques Mézard. L'émission de cette commission d'enquête, c'est d'auditionner de façon exhaustive la quarantaine d'autorités administratives indépendantes qui existent en France, des autorités qui ont un pouvoir très important dans notre système institutionnel. Et d'ailleurs, la mission de cette commission d'enquête, c'est de voir si ces autorités n'ont justement pas trop de pouvoir, notamment au détriment des pouvoirs législatifs et exécutifs. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site, sur publicsénat.fr.
.fr. Prochain rendez-vous de l'actualité parlementaire à 18 h pour la suite des travaux de la commission d'enquête sur les autorités administratives indépendantes. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.